Historien et enseignant à l'Université de Columbia à New York. Bonsoir professeur, merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir invité. D'abord, les tendances qui se dessinent pour la présidentielle américaine. Il semblerait que le président sortant risque de perdre l'échéance puisqu'il commence déjà à contester les résultats. On nous parle même d'un recomptage des voix au niveau de la Géorgie. Est-ce que vous pensez que Biden peut remporter cette présidentielle? Je pense que le jeu est fini et Trump, bien sûr, va continuer à s'exciter pour les raisons qui sont liées à sa personnalité, à sa façon de voir les choses. La deuxième chose aussi qu'il faut clarifier, c'est que l'idée du recomptage est quelque chose qui est inscrit dans la constitution de certains États, mais qui est impossible dans d'autres États. Les États où c'est possible, dans la mesure où l'écart entre les deux candidats n'est pas un écart significatif, donc le recomptage quelquefois est automatiquement fait. Dans d'autres cas, et c'est les cas où Trump est en train de faire beaucoup de bruit, lui-même est en position de demander un recomptage. Et ce jeu fait partie, si vous voulez, du système électoral américain. C'est-à-dire qu'on recrute des avocats, il a déjà fait, oui. Et les avocats se mettent à se battre justement pour le recomptage, pour quels sont les bulletins qui doivent éliminer, etc., etc. Les démocrates ont fait la même chose, ils ont aussi leurs avocats. Pourquoi le président Trump conteste-t-il le vote par correspondance? Le président Trump conteste le vote par correspondance pour des raisons qui sont des raisons liées au fait qu'il était évident qu'il allait perdre les élections. Et le Covid a créé une situation dans laquelle, si vous voulez, il n'était pas en position de compétir. La seule façon pour lui, effectivement, de pouvoir se trouver en position de gagner, c'était de compter sur ses partisans. Et ses partisans, c'est à peu près 40%, un peu plus de 40% du corps électoral. Des gens qui, quel que soit ce que Trump fait, ils vont voter pour lui. En 2015, durant la campagne, il a dit qu'il sait qu'il peut descendre quelqu'un sur l'avenue la plus populaire de New York, la 5e avenue, là où il habite, et que rien ne va lui arriver. Donc, si vous voulez, sa contestation, c'est quelque chose d'inédit. C'est jamais arrivé dans le système américain. Mais les gens étaient préparés. C'est pour ça que pour lui, la seule manière de gagner, c'était de dire les votes ont été truqués. Oui, non, surtout les votes par correspondance ne devraient pas être faits. Mais il a fait pire. Il a nommé un chef de la poste qui a commencé à saboter les opérations de tri de la poste pour qu'il y ait moins de votes. Certains gouverneurs qui étaient acquis à sa cause ont décidé de ne pas mettre des boîtes où on peut glisser son vote pour ces raisons-là. Donc, Trump se préparait à une situation chaotique. Mais à quoi s'expose-t-il pour qu'il se mette dans cette logique-là depuis quelques mois à vouloir préparer la contestation de ces élections? Si vous voulez, c'est là où on peut faire toute une série de projections. Les Américains disent que c'est le président le plus corrompu qu'ils ont jamais eu. Trump, en général, dans le système américain, si on a des affaires et qu'on est nommé président, on délègue la gestion de ces affaires à ce qu'on appelle un trust, à une compagnie qui va gérer. Et il est interdit pour la personne de, si vous voulez, profiter des informations qu'elle reçoit. Le président reçoit toutes les informations, y compris les informations économiques. Donc, il peut en tirer profit. Donc, lui, il a déjà fait ça. Il semble qu'il est toujours en gestion directe. Par exemple, la dernière histoire qui a été sortie, c'est qu'il invite des chefs d'État et des délégués dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride.
qui est une propriété qui est aussi un hôtel, Oui. Les verres d'eau qu'il buvait, l'État américain le payait. Donc probablement, s'il finit son mandat, il peut se retrouver dans des situations très très difficiles et ses enfants peuvent se retrouver en prison. Alors, les États-Unis sont cités comme premier exemple démocratique dans le monde. Aujourd'hui, cette question est en train de se poser avec les contestations venant du camp de Donald Trump par rapport, disons, à la fiabilité même du scrutin. Alors, pensez-vous véritablement qu'aux États-Unis, il y a encore cette possibilité de trafiquer, par exemple, un vote? Vous savez, ça fait au moins 30 ans qu'on regarde les votes américains pour savoir si c'est trafiqué. Il n'y a pas 5 cas. 5. Le vote n'est pas trafiqué aux États-Unis et tout le monde est d'accord. L'un des plus grands avocats américains, qui a été celui qui a été l'origine de la victoire du président Bush en 2000 contre Al Gore, oui, en Floride, celui qui a dirigé les avocats américains, qui a été pendant 40 ans le patron du service juridique du Parti républicain, a dit il y a 3 semaines des élections, il n'y a aucune accusation qu'on peut soutenir sur le trafic des élections. Les élections n'ont jamais été trafiquées. C'est pour ça que, si vous voulez, la demande du recomptage est très intéressante. Parce que tout le monde sait que ça ne va pas changer. Si vous voulez, le rapport de force. Donc, en quelque sorte, comment ça s'appelle, Donald Trump est en train un tout petit peu de défoncer des portes déjà ouvertes. Bien sûr, il est en train il est en train tout simplement de déséquilibrer le système. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment les républicains vont, l'établissement républicain va réagir. Parce qu'en général, c'est ça qui arrive quand il y a une crise dans la démocratie américaine, c'est que le parti d'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent pour décider des règles. Et en fait, si vous voulez, c'est le cas du Watergate. Ce sont les républicains qui ont eux-mêmes presque fait partir un président républicain. Ils sont à lui dire, vous savez, on a trouvé les preuves de ce que vous avez fait, nous allons voter le impeachment si vous ne partez pas. Et qu'est-ce qu'il devrait faire aujourd'hui, Trump? Partir ou négocier avec le prochain président? Avec qui il va négocier? On ne peut pas négocier avec le système judiciaire américain. C'est pas comme dans nos pays. Et le système judiciaire américain, et c'est ça le problème. Tout à fait libre et ne dépend pas de l'exécutif. Absolument, et c'est un système judiciaire. Par exemple, c'est ça un peu le problème de Trump. Trump croit que parce qu'il a choisi 3 juges à la Cour suprême, les juges de la Cour suprême vont prendre position pour lui. Mais il se retrouve depuis plus de 2 ans, chaque fois qu'il essaie de démanteler ce qu'on appelait le Obamacare, le système de santé. Oui. Ce sont des juges qui ont été choisis par des présidents républicains. Tous n'ont pas voté pour ça. Et le président de la Cour suprême a été l'un des derniers à voter contre Trump. Il poussait, si vous voulez, le système judiciaire à décider de ne pas compter. De ne pas compter certains votes. Et la Cour suprême a décidé qu'elle ne voulait pas être impliquée dans cela, et un juge fédéral a décidé non. En fait, c'est ça la bataille autour de ce dernier grand État qui a 20 délégués, la Pennsylvanie. Trump ne voulait pas qu'on compte les votes par correspondance. Trump voulait qu'on arrête le comptage. Et ce sont des juges qui ont dit non. Parce que la grande question, c'est ça. Sur certaines procédures électorales, parce qu'il a porté plainte, parce qu'on peut le faire, mais le juge décide.
Et quand le juge décide, ça peut aller jusqu'à la Cour suprême, mais la Cour suprême peut refuser. Donc là, la Cour suprême a décidé pour la Pennsylvanie qu'il faut compter tous les votes. C'est-à-dire a décidé donc de s'allier à la thèse prise par une cour inférieure. Mais elle s'est choisi aussi le droit de revenir sur ça après le vote. Mais la grande question, qui est une question juridique qui est déjà tranchée, c'est que les procédures électorales relèvent des États, pas de l'État fédéral. L'État central. Oui. Autre chose, c'est avec le recul, comment jugez-vous aujourd'hui la politique étrangère africaine, surtout, de Donald Trump? Il n'en a jamais eu. Il n'est jamais venu en Afrique. Et je ne peux pas dire à la télé ce qu'il a dit sur l'Afrique. Que c'est un trou A. Il a dit. Il a dit. Il a dit à la télé. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec l'arrivée de Biden? Un démocrate. Biden vient d'une tradition différente, d'une tradition libérale. Ça ne veut pas dire. La grande déception des Africains avec Obama, ça a été ça, parce que d'une part, ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'est pas africain. Il ne l'est pas. Du tout. Il est américain. Et ce qui était président de l'Amérique, il s'occupait de la défense des intérêts américains. Il était dans une situation très difficile. Et quand il arrive au pouvoir, l'Amérique est en crise économique. Il n'a pas les ressources, il n'a pas les moyens. Et il doit régler les problèmes américains. Pourquoi il va penser à l'Afrique? Il ne pensait pas à l'Afrique. Et même sous son magistère, on a eu assisté, disons, à l'expulsion de beaucoup d'Africains qui, quand même, avaient des disputes avec... Et ce n'est pas seulement les Africains, mais c'est pour ça que c'est le contexte. Le contexte dans lequel il agissait a été un contexte qui l'a amené à prendre des décisions que les gens croyaient que c'était des décisions qui devaient être possibles parce qu'il était humaniste, parce qu'il était ouvert, parce qu'il était intelligent. Mais il faut prendre en compte une chose très simple. C'est un président américain qui fait face à des questions américaines, face à une opposition dure. Donc, il reste dans son système. Biden va arriver au pouvoir dans le contexte du Covid. Les gens ne se rendent pas compte. Il va bientôt y avoir 10 millions d'Américains contaminés. Il y a 100 000 Américains contaminés par jour. Et il y a 1000 morts par jour. Et il y a 40 millions de chômeurs. Biden ne va pas penser à l'Afrique. Je veux dire, c'est clair. Il va avoir 2 ans l'Afrique, ça ne va pas passer par sa tête. Et ce n'est pas seulement l'Afrique. Biden va se concentrer sur deux grands problèmes diplomatiques. Le premier, c'est la Chine. Le deuxième, c'est la Russie. Si on revient en Afrique, chez nous, par exemple, au Sénégal, dernièrement, on a assisté à la formation d'un gouvernement élargi. Et à côté, ce qui se lie, c'est une reconstitution de la famille libérale. Aujourd'hui, comment appréciez-vous l'attelage gouvernemental? J'ai regardé cet attelage gouvernemental et la question que je me suis posée était de savoir qu'est-ce qui explique, si vous voulez, cette décision de changer l'attelage gouvernemental. Et j'espère que les médias sénégalais vont quand même approfondir et faire des recherches. Parce que quand le président est élu, comme vous le savez, durant toute la période de la campagne, il n'a jamais dit qu'il allait supprimer le poste de Premier ministre. Il est élu, il supprime le poste de Premier ministre sur la base de le système va être plus efficace. Le fast track. Je suis désolé, je ne sais pas. Il faut qu'on fasse le bilan. Est-ce que le système est plus efficace? Est-ce que les choses qu'il pensait pouvoir faire directement ont été faites, etc., etc. Deuxième chose qui est importante, et ça, moi, je l'avais prédit, on est aujourd'hui déjà dans une phase de transition. La phase de transition, c'est que le président est en train
de consommer son deuxième mandat. La conséquence, c'est que, et c'est tout à fait normal, naturel, acceptable, dans son propre parti vont émerger des gens qui veulent être des successeurs. Et ça, c'est normal. Je veux dire, c'est ça la vie politique. On peut donc interpréter ce qu'il a fait aujourd'hui, pas comme la Constitution. On oublie que ce qui a fait son parti, ce ne sont pas seulement les éléments qui viennent du PDS. Il y a d'autres éléments fondateurs qui viennent d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui le montre, c'est que son directeur de cabinet, il ne vient pas du PDS. De la paire plutôt. Non, il vient même pas. Non, Mahmoud Saleh est dans la paire, mais il vient pas, si vous voulez, du segment qui est le segment du PDS. Donc, ce qu'on est en train de vivre, c'est un régime qui réagit contre la présence de tous ces bruits vrais ou réels de gens qui sont des prétendants. Supposé prétendant. Oui, et à partir de ce moment, effectivement, le président a loisir à faire d'autres choix. Et les alliés qui peuvent être des alliés naturels pour lui, ce sont les anciens du PDS qui, eux aussi, se mettent en position pour la succession. Alors, mais Macky Sall, quel intérêt a-t-il, disons, de dégommer des gens qui étaient quand même très proches et qui sont même membres de son parti, de la paire, pour désigner quelqu'un d'autre, apparemment Idrissa Seck, qui est le président du Conseil économique et social, et beaucoup pensent que véritablement qu'il pourrait être éventuellement le successeur de Macky Sall et qui pourrait éventuellement aussi gérer les arrières du président quand il partira. Je veux dire, on peut faire plusieurs hypothèses. L'hypothèse que vous faites est possible. C'est-à-dire l'idée d'avoir un successeur qui ne vous cherche pas noise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'idée d'éliminer tous les successeurs qu'on considère qui peuvent vous porter ombrage. La troisième chose, c'est que on vit dans des sociétés qui ne sont pas démocratiques, c'est tout. C'est-à-dire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a cette espèce d'idée que parce qu'on est président de la République, on doit choisir un successeur. On ne doit reconnaître à aucun président le droit de choisir un successeur, parce que ce n'est pas leur rôle. C'est au peuple de décider qui prend la succession de qui. Et c'est cette idée que je veux un successeur. C'est-à-dire, la plus grande ineptie à laquelle on vit, c'est Ouattara, en Côte d'Ivoire. Je vous dis, mais il faut laisser les gens décider de leur sort. Il faut les gens discuter. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une troisième hypothèse. Tous ces bruits-feux qu'on est en train d'entendre pourraient annoncer des péripéties autour d'un troisième mandat. Le respect de l'ordre constitutionnel, cela pose problème au niveau sous-régional. Dans beaucoup de pays, vous venez de parler de Ouattara, il y a la Guinée, on a vu que les conséquences que cela a engendré après les différentes élections. Ce problème semble être un problème ouest-africain ou africain, je devrais dire. Comment faire pour que nos chefs d'État ne puissent plus avoir les prérogatives ou les possibilités de pouvoir apporter des modifications constitutionnelles pour pouvoir rester au pouvoir au plus longtemps possible? Il y a plusieurs choses, mais c'est d'abord un problème culturel et moral. L'Afrique est en train de traverser une crise morale et elle dure. Et aujourd'hui, on a pensé, même avec les démocratisations des années 80, on est arrivé avec des solutions qui sont des solutions institutionnelles. Mais on ne s'est pas posé deux questions. La première question, c'est la question de la crédibilité morale, de l'éthique dans nos sociétés, de l'extraordinaire pourriture de certaines sociétés africaines. Et des gens qui sont prêts à faire toutes les combines pour des gains qui sont des gains matériels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est une chose importante, c'est que la démocratie est culturelle, portée par des gens éduqués.
Et nos sociétés n'arrivent pas encore à terminer leur transition de sociétés traditionnelles à des sociétés modernes. Donc, c'est un travail en profondeur qu'il faut faire. Et ce travail en profondeur doit prendre en considération, et c'est vrai, l'extraordinaire problème de la qualité des politiciens africains, de la qualité du politique en Afrique, mais aussi doit prendre en considération que les sociétés africaines sont malades. Tout simplement. L'arrivée d'Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, cela peut-il être interprété comme un nouveau souffle pour les leaders de Rewmi sur l'échiquier politique? Je ne parle jamais d'Idrissa Seck. Et pourquoi? Je n'ai pas envie. Bon. Alors, parmi tous ceux-là qui ont été, disons, cités comme des prétendus successeurs de Macky Sall, ceux-là qui ont en tout cas eu des intentions, tous ceux-là qui ont été écartés, il n'y a que peut-être Aminata Touré qu'on a eu à entendre ce matin, puisque la plupart ont tout petit peu sorti un discours allant dans le sens de calmer un tout petit peu, disons, la situation, alors que Aminata Touré a fait une sortie ce matin lorsqu'elle a fait la passation de service. D'ailleurs, cette passation de service ne s'est pas faite en sa présence, puisqu'elle a juste acheminé, comme on dit, les documents et autres, les rapports et autres pour s'en aller. Mais derrière son discours aussi, je ne sais pas trop si vous l'avez suivi, mais quelle est l'interprétation que vous en faites, puisque donc on pense que véritablement qu'elle s'achemine, disons, vers un face-à-face avec le président Macky Sall? Vous savez, on est dans une situation qui était prévisible. Moi, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit quelques mois après la présidence. J'avais annoncé que oui, Aminata Touré, quelle que soit la position qu'elle va avoir, elle va se faire virer. J'avais annoncé que l'ancien ministre des Finances qui est devenu Amadou Ba, j'avais aussi imaginé qu'il allait se faire virer. Matar Cissé, oui. J'avais dit aussi qu'il allait se faire... peut-être moins. Qui? Le ministre de l'Intérieur sortant, Ali Ngouille peut-être. Lui, j'y ai pas pensé. Ah oui, parce que lui, il était beaucoup plus invisible. Je veux dire... Par rapport à l'opinion? Non, il n'y a pas très longtemps que je me suis... que je me suis posé même la question de ça. Parce que lui, il se présentait comme un technocrate qui faisait ses trucs et qui était tranquille, si je veux dire. Tandis que les autres ont été vraiment dans le système. Mais lui, dans son truc de lignère, etc., il faisait un truc normal. C'était un notable normal qui montait dans... Et c'est vrai qu'on ne les entend pas aujourd'hui. Mais là aussi, il y a plein de choses qui pourraient se passer. Ces gens-là pourraient s'allier pour différentes raisons. Mais Mimi Touré est différente. Parce qu'elle a une culture politique. Et elle a une culture politique très solide. Politiquement, elle est la plus solide de tous ces gens. Et même un trait de caractère aussi. Non, mais c'est surtout politiquement qu'elle est très forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et je l'ai écouté quand elle fait son discours d'adieu, le fait même qu'elle ait accepté de faire cette passation de service sans la présence de celui qui est censé le remplacer est déjà un geste politique. Je m'en vais. Et ce geste politique, elle l'a fait de manière admirable pour une raison très simple. Elle n'a pas parlé de Macky, parce que ce n'est pas Macky son problème. Pendant tout son discours, oui. Mais parce que le président n'est pas son problème. Il n'est pas censé être candidat la prochaine fois. Oui. Et quand on a écouté Madame Touré, on se rend compte d'une chose très simple. Elle est en train de se mettre en place et elle va faire partie de la lutte pour le pouvoir, c'est tout. Professeur, on termine par le rappel à Dieu du professeur Iba Der Thiam. Quels ont été vos rapports? Ce que je dois dire, c'est que j'ai eu des rapports, pendant longtemps, on a eu des rapports de collègues, on a eu des rapports aussi assez compliqués, d'historiens et de politiciens, de notre façon de voir, si vous voulez, la politique. Parce que, mais honnêtement, on a eu des discussions qui étaient des discussions honnêtes,
on était différents, mais on est restés des vrais collègues. Et il y a 4 ans, j'ai eu une très très difficile passe. Et j'ai découvert 2 choses chez cet homme. Qu'il avait un extraordinaire cœur, qu'il était capable de partager avec vous votre souffrance. Et ça, je le dis parce que je l'ai vu, parce que c'est mon expérience avec lui. Et ça, et aussi, je commençais à me demander quel genre d'homme il était. Finalement. Et je pense que c'est probablement parce que c'était un extraordinaire timide. Contrairement à cette espèce d'expansion extraordinaire, c'était une timide. Et cette timidité l'amenait quelquefois comme défense à se trouver dans des situations comme ça. Mais c'est quelqu'un que je respecte. C'est un des hommes que je respecte le plus au monde. À cause, comme je dis, à cause de la qualité de ses émotions, à cause de la qualité de son cœur et à cause de la capacité, effectivement, de vous soutenir quand vous êtes dans des situations les plus difficiles. Merci. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf, pour ce témoignage, historien et enseignant à l'Université de Columbia aux États-Unis. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne et à vous que vous suivez de partout. Der sera là avec son équipe un peu plus tard dans Jakaarlo bi. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.